Alors voilà, j'enseigne la méditation. Au début, c'était assez sympathique, mais maintenant, la méditation, partout, on présente ça comme une manière d'être calme, zen, détendu, et je trouve ça vraiment niais. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de comment on pourrait triompher des emmerdes et pourquoi la méditation est devenue aussi niaise. Moi, j'ai commencé à pratiquer la méditation il y a une trentaine d'années, et à l'époque, personne n'en avait entendu parler, et c'était assez étrange. Et puis, la méditation connaît le succès qu'elle connaît, et aujourd'hui, partout, on parle de méditation pour essayer de se calmer. En gros, aujourd'hui, la méditation, c'est pour essayer de se calmer, c'est pour essayer de gérer son stress, c'est pour essayer d'être zen, pour être détendu. Et je me suis rendu compte à quel point, non seulement ça n'aide pas, mais ça nous culpabilise, parce que qui parmi vous est tout le temps zen, détendu, calme, dans le détachement? Quand on est... si jamais, par exemple, votre voisin vient de gagner le tour du monde, et que vous n'avez pas une once de jalousie, c'est quand même plutôt inquiétant. Cette idée d'être zen, serein, détendu, nous empêche d'entrer en rapport à nos émotions et à ce que nous vivons. Ça nous empêche de faire l'expérience de ce que nous sommes, et ça devient même une forme d'évitement émotionnel. Au lieu de rencontrer ce que l'on vit, on essaye de correspondre à un modèle, un idéal qui ferait de nous quelqu'un de zen, détendu, cool. Donc le premier problème de ce projet, le premier problème de cette présentation, c'est que ça ne correspond pas à notre réalité et ça nous empêche d'entrer en rapport à notre expérience. Ça, c'est le premier problème. Donc ce que je voudrais essayer de montrer, c'est même qu'est-ce qui se cache derrière cette idée qu'il faudrait que nous soyons calmes, zen, détendus. Maintenant, vous avez dû voir même, il faudrait que la méditation aide à calmer les enfants. Un des livres qui se vend le plus, c'est « Calme et attentif comme une grenouille » pour les enfants. Moi, j'ai aucune envie que mes enfants soient calmes. Enfin, il y a des moments où j'ai envie qu'ils soient calmes parce que j'en ai un peu marre, mais ça ne peut pas être un projet d'éducation. L'idée que les enfants soient calmes, c'est de les faire entrer dans la norme le plus vite possible. L'idée que tout le monde devienne calme, c'est une manière d'entrer dans la norme. Calme, ce n'est pas du tout la même chose que paix. Calmer un enfant, ce n'est pas la même chose qu'apaiser un enfant. Quand la mer est calme, comme tous les marins le savent, on ne peut plus avancer. C'est la fin. L'idée de calme, c'est une idée de mort. C'est une idée, on ne bouge plus, on ne fait pas de vagues. On est immobile. Et je crois au contraire qu'être vivant, c'est pouvoir aller avec le mouvement. C'est pouvoir se relier au mouvement de la vie. Et le projet, notre idée aujourd'hui de la sérénité va à l'encontre du vrai mouvement de la vie. Ça nous culpabilise et ça nous empêche d'aller avec le vrai mouvement de la vie. Imaginez que tous les enfants, on leur apprend la méditation et à se calmer. Du reste, à la fin d'une conférence, il y a une mère de famille qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle était un peu ennuyée parce que dans l'école de sa fille, il y a eu une réunion organisée par les professeurs et ils leur ont dit que dorénavant, les élèves trop turbulents, au lieu d'aller en récréation, auraient des cours de pleine conscience. Donc la punition, c'est on va vous calmer au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on est pris par une certaine énergie, un certain mouvement. Donc ça, c'est, à mon avis, un dévoiement très profond du sens de la méditation, mais aussi un dévoiement très profond de notre temps. Qu'est-ce qui fait que d'un côté, on est poussé à en faire toujours plus, et de l'autre côté, on nous parle de ce rêve qu'on serait calme, détendu, zen. En réalité, là, il y a quelque chose qui est en miroir et qui se répond. Ça, à ce premier problème, en vient un deuxième, qui est l'idée que méditer, c'est là pour gérer votre stress. Dans de nombreuses entreprises, on a cette idée maintenant que grâce à la méditation, on va aider les gens à gérer leur stress.
sans se rendre compte que si les gens sont stressés, ce n'est pas parce qu'ils ne gèrent pas leur stress, c'est parce qu'ils veulent tout gérer. C'est l'obsession de gestion, c'est-à-dire l'obsession de tout contrôler, qui nous rend fous. On devrait gérer son compte en banque, mais on devrait avoir un rapport humain à ses émotions, on devrait avoir un rapport humain à sa propre vie. L'idée de vouloir avoir un rapport de gestion à ses émotions, gérer mes émotions, gérer son stress, participe d'une forme très profonde de barbarie et d'une forme très profonde de souffrance. Si aujourd'hui, on constate une explosion de burn-out, une explosion de dépression, une augmentation du nombre de suicides, ce n'est pas parce que les gens ne gèrent pas assez bien leur stress, c'est parce que cette obsession de tout gérer les coupe d'eux-mêmes, les coupe de leurs propres ressources, qu'on est mis dans une perspective de contrôle qui nous coupe de nos propres ressources. Donc ça, c'est le deuxième problème, et il est beaucoup plus grave. Donc le premier problème, c'est l'obsession d'être calme, et de confondre le calme et la paix. Le calme, donc, comme idée qu'on ne devrait pas vivre d'émotions, qu'on devrait toujours être lisse, et cette idée de gestion, de contrôle, qui est absolument... qui ne fait que concourir aux problèmes au lieu d'aider à alléger la souffrance. Et donc c'est un vrai problème qui m'a conduit à écrire un livre qui s'appelait « Foutez-vous la paix », dont vous avez peut-être entendu parler, pour essayer de montrer l'absurdité de cette situation. J'ai essayé de montrer que si la méditation avait un sens, et plus largement, s'il y avait quelque chose à dire par rapport au stress, à la souffrance, c'est pas de gérer son stress ou d'essayer d'être calme, zen, mais c'est de se foutre la paix. Et se foutre la paix, c'est une toute autre attitude. Pourquoi ? Parce que foutez-vous la paix, c'est vous autoriser à vivre ce que vous vivez. Si vous êtes énervé, foutez-vous la paix, c'est pas de vous dire « Oh là là, je dois lâcher prise, je ne dois pas être énervé », c'est sentir ce qui vous arrive, c'est rencontrer ce qui vous arrive. C'est enlever la pression au lieu d'en rajouter. Aujourd'hui, les gens essayent de méditer, comme ils essayent de faire du sport, comme ils essayent d'organiser leur vie, comme un ensemble de règles qu'il faut suivre pour être comme il faut. Ça participe de la pression. Même la méditation est une forme de pression. Il faudrait être dans le bien-être, il faudrait être cool, il faudrait être efficace. Mais ce « il faut » est juste en train de nous priver des ressources de notre propre vie et de ce qui peut promouvoir ce dont on a besoin, c'est plus de flexibilité émotionnelle, plus de souplesse émotionnelle, plus d'ouverture, plus d'intelligence de la situation. Donc, en réalité, derrière cette perspective de la méditation, on est profondément culpabilisé de ne pas correspondre à un modèle. Après, foutez-vous la paix, j'ai écrit un livre « Devenez narcissique ». Parce que je trouvais que, contrairement à tout ce qu'on raconte, nous vivons une société où les gens ne sont pas du tout narcissiques, parce que les gens se sacrifient. Tout le monde explique qu'on est tous trop narcissiques, que tout le monde est trop égocentrique, que les gens ne pensent pas assez aux autres. Enfin, on raconte toutes ces sortes de ce discours. Et moi, ce que je constate partout, c'est des gens qui se sacrifient, qui en font jamais assez. Et il y a toute une vision de notre société, que ce qui est bien, c'est de se sacrifier. Moi, je vois autour de moi, dans mon boulot, plein de gens qui font des burn-out. Et le burn-out, qui est la maladie de notre temps, c'est quand même la maladie de l'auto-exploitation de soi-même jusqu'à l'extrême. Et l'auto-exploitation de nous-mêmes, c'est ça le danger qui nous menace tous. De ne pas nous laisser dormir. Vous avez vu, il y a des dernières enquêtes qui ont montré que nous dormons moins d'il y a 10 ans. Nous nous empêchons de dormir. On est vraiment dans une auto-exploitation de nous-mêmes. Et cette auto-exploitation de nous-mêmes, en plus, on nous accuse d'être narcissiques, alors qu'il faudrait dire que nous ne le sommes pas. Ce qu'il s'agit de faire, c'est comment apprendre à écouter ce qui est vivant en nous, apprendre ce qu'est la vie en nous, mais ce serait un très long chemin d'essayer de montrer comment tout ce qu'on raconte sur Narcisse est absurde, mais si ça vous intéresse, j'ai fait
toute une série d'émissions d'été à France Culture cet été pour décrire le mythe de Narcisse depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Vous pouvez le podcaster et vous découvrirez pourquoi Narcisse n'a jamais été égoïste, au contraire, que c'est un mythe, que c'est une invention très récente. Et qu'être narcissique, c'est peut-être se préserver de cette auto-exploitation dans laquelle on est appelé à nous sacrifier. Le sacrifice, ça m'a sauté au visage au moment de la mort d'Arnaud Beltrame. Vous vous souvenez, Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour arrêter les terroristes au Super U de Trèbes. Le lendemain de sa mort, tous les médias, les hommes politiques ont dit c'est formidable, il s'est sacrifié. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans tous les médias parce qu'il avait perdu la vie pour arrêter le terroriste. Moi, j'étais extrêmement mal à l'aise. Je n'en peux plus de ce discours du sacrifice. Mais ce qui était frappant, c'est que 2 jours plus tard, la mère d'Arnaud Beltrame avait publié une tribune dans laquelle elle disait « Je vous en prie, arrêtez de dire que mon fils s'est sacrifié. Mon fils ne s'est pas du tout sacrifié. Mon fils a vraiment pensé qu'il pourrait arrêter le terroriste. Il a donné sa vie au nom d'un idéal parce qu'il avait confiance dans quelque chose qui l'habitait, mais il ne s'est absolument pas sacrifié. » Et j'ai trouvé ça extrêmement salutaire, mais aussi très éclairant quant au malentendu de notre temps. Il faudrait se sacrifier. Et moi, au fond, s'il y a une chose que j'ai à vous dire, ne vous sacrifiez pas. Quand on sacrifie pour quelqu'un, on devient amer, on voudrait que lui aussi se sacrifie pour nous, et ça devient vraiment malsain. Si vous voulez donner, si vous voulez faire des choses par devoir, faites-le, mais faites-le d'abord par amour parce que ça vous plaît, pas par sacrifice. Et puis, je sors un livre juste aujourd'hui qui s'appelle « Traité de morale pour triompher des emmerdes ». Et je me suis dit qu'au fond, le sens de ce que j'essaye de dire quand j'essaye de parler de cette autre dimension, de cette dimension de présence et d'attention, cette dimension d'écoute, c'est ça qui devrait nous permettre de triompher des emmerdes. Quand je présentais Foutez-vous la paix, les gens me disaient « Oui, d'accord, je comprends comment me foutre la paix, je comprends ce que vous dites sur la nécessité d'être un peu plus narcissique, pas au sens d'être égoïste, mais de se respecter, de l'importance de se respecter au lieu de se sacrifier. Mais comment je fais au quotidien, avec mes collègues, avec mon conjoint, avec mes enfants, avec tous les emmerdes de la vie ?» En fait, comme on a fait de la méditation, comme on fait du bien-être, comme on fait de la sérénité, comme on fait de la sagesse, une manière d'entrer dans une bulle pour se protéger du réel, on ne voit plus le rapport avec les emmerdes. Et c'est extrêmement dommage, parce qu'en réalité, c'est la vie, il y a des emmerdes. Nous ne vivons pas au paradis, nous ne vivons pas dans un monde irénique dans lequel tout serait parfait. Et la vraie sagesse devrait être de nous aider à nous confronter au réel, de nous confronter aux emmerdes. De manière très étrange et oubliée, les philosophes grecs, et en particulier Aristote, définissaient la morale comme une manière de développer une intelligence de la situation. Aristote remarquait qu'il y a 2 types de vérités. Il y a les vérités scientifiques qui sont valables pour tout le monde. C'est-à-dire que la chute des corps, c'est valable chez moi, mais c'est valable chez vous. C'est la même règle. Vous êtes d'accord? C'est simple. Il y a une vérité scientifique indiscutable, la chute des corps. Et bien, dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, votre fils ne veut plus aller à l'école, et bien, la manière dont vous devez faire face à cette situation, ou un collègue de travail qui vous emmerde, comment vous devez faire face à cette situation? Et bien, la manière de répondre à cela n'est pas la même pour tout le monde. Elle dépend de vous, de la situation, du moment, de comment ça se passe. Et ça, c'est ça la morale, nous disait Aristote. C'est cette intelligence de la situation. Et donc, si on comprend ça, on comprend que la morale, c'est triompher des emmerdes, que c'est exactement la même chose. Triompher des emmerdes, c'est comment on se débrouille avec le réel, au lieu de rêver à un réel idéal et parfait, au lieu de se plaindre devant le réel, comment on entre en rapport à la réalité. Souvent, devant les emmerdes, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on pense trop qu'on devrait avoir les ressources en nous avant de nous confronter aux situations. La grande erreur, c'est d'avant de faire quelque chose,
penser qu'on va trouver la force en nous, ou la confiance en nous. C'est très à la mode, là, la confiance en soi. Mais c'est complètement absurde. Personne n'a confiance en lui. Personne n'est fort avant d'entrer dans la situation. C'est la situation qui vous éclaire. Combien de gens ont vécu des situations très difficiles, accompagner un proche qui est malade, traverser des épreuves, et quand on leur demande « mais comment tu as fait pour faire face ?» Ils ne savent pas. C'est en entrant dans la situation qu'ils ont trouvé des forces. C'est en sortant d'eux-mêmes qu'ils ont trouvé des forces. La force, on la trouve en nous reliant au réel et pas en entrant en nous-mêmes. Comme le seul discours sur la sérénité, la sagesse, nous fait croire qu'il faudrait rentrer dans notre bulle pour être détaché du réel, on apprend l'impuissance. Et du coup, on arrive dans une situation tout à fait paradoxale où d'un côté, on nous dit il ne faut jamais céder, il faut toujours avancer, et de l'autre, lâcher prise, être détendu. Et ces deux approches sont juste en train de nous ronger, de nous rendre malades. Au fond, c'est ni l'agression, ni le renoncement. C'est l'intelligence de la situation. Et l'intelligence de la situation, ça demande une certaine habileté. Cette habileté, elle est vraiment centrale. Nous, aujourd'hui, elle est mal comprise. On confond cette habileté avec la manipulation. La manipulation, c'est vraiment une manière de manipuler les gens, de ne pas les respecter, de ne pas les écouter. Mais au contraire, l'habileté, qui est aussi le sens très profond de la ruse dans le monde grec, c'est la ligne courbe, et c'est ce qu'a donné le sens du renard. La ligne courbe, le renard, c'est justement développer l'intelligence de la situation. Essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans le réel pour pouvoir trouver un chemin. Du reste, c'est tout à fait surprenant que renard, c'est le nom propre d'un personnage, parce qu'avant, les renards s'appelaient des goupils. Et renard, c'était le nom de ce personnage central au roman de Renard, ce grand livre du Moyen-Âge, qui parlait des aventures de ce héros qui est capable d'entrer en rapport avec intelligence aux situations. Et l'intelligence des situations, c'est ce qui évite l'affrontement. C'est la ligne courbe et c'est ce qui évite l'affrontement. Au lieu d'aller dans l'affrontement, il y a une manière de se débrouiller avec le réel en essayant d'apprendre une certaine forme d'habileté ou même de ruse qui nous permet de triompher des emmerdes. Pour nous, la ruse, c'est immoral. Si on comprend ce que j'ai dit, la ruse, c'est la moralité. C'est ça que nous ont appris toute l'histoire de la philosophie. Et c'est tellement étrange que nous ayons fait de la morale quelque chose de ringard et de passéiste. Je rappelle par exemple que le philosophe Pascal notait justement que la morale se moque de la morale, que Bergson opposait la morale fermée à la morale ouverte. Et donc il y a toute une tradition qui essaie de dire non, la morale, ce n'est pas des règles abstraites, passéistes qu'on doit suivre, mais c'est justement cette intelligence qui nous fait sortir de nous-mêmes pour mieux envisager le réel et trouver des manières de se débrouiller et de ce que j'appelle triompher des emmerdes. Et ma conviction profonde, c'est que là est la vraie sagesse. La vraie sagesse, elle n'est pas de renoncer aux difficultés pour entrer dans sa bulle, qu'on n'a pas besoin d'entrer dans la bulle, mais c'est en entrant dans le réel, en entrant dans les situations, en entrant avec ce qui se passe, qu'on réussit à se débrouiller. Quand j'étais jeune homme, j'étais une fois mangé chez ma grand-mère, et en l'aidant à débarrasser, je me suis rendu compte que son four était cassé alors qu'elle m'avait fait un magnifique gâteau. Je lui ai dit « mais comment t'as fait ?» C'était une belle leçon. Elle m'a dit « puisque le four était cassé, j'ai pris mon gâteau, j'étais chez le boulanger et il a accepté de me le faire cuire. » Et je trouve que c'est un bon exemple de comment on peut triompher des emmerdes. Par amour, elle a trouvé une solution pour réussir, inattendue, pour réussir à triompher des emmerdes. C'est ce que je vous souhaite à vous aussi. Merci.